Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et je vous ai préparé une masterclass de plusieurs heures qui explique toutes les différents types d'investissements immobiliers possibles, avec les avantages, les inconvénients, les risques et énormément d'exemples et d'anecdotes de mon parcours personnel et de celui de mes associés pour pouvoir vous éclairer sur qu'est-ce qui serait potentiellement intéressant pour vous à mettre en place comme stratégie. J'ai ensuite donc séparé ça en 10 étapes et ce que je vous propose, c'est des vidéos plus courtes, chacune avec une étape. Et enfin, je vais terminer cette masterclass par un dernier aspect qui est le plus gros, qui est la promotion immobilière. Pourquoi je la traite à la fin? Parce que je vous la déconseille. Tout simplement, je vous déconseille de faire ça. C'est un métier très particulier, avec des responsabilités juridiques qui sont considérables. On en a un peu parlé dans le marchand de biens. Bah là, c'est version XXL. Il y a des problématiques de garantie décennale, il y a des problématiques de structuration qui sont considérables, parce que vous êtes sur des projets à des millions d'euros, souvent, ça va être, difficile à faire financer, il faudra amener souvent 30 d'apport. Il faudra ensuite faire de la précommercialisation pour que la banque accepte de vous débloquer l'argent pour acheter ne serait-ce que le terrain et démarrer quelque chose. Généralement, il faut avoir vendu au moins 50 des lots qui vont être créés. Donc on est sur quelque chose, qui est vraiment, alors là, on est dans le haut de la pyramide de l'entreprise immobilière. Il faut des compétences, techniques, juridiques, financières, commerciales, immobilières, bien sûr. Donc il ne faut pas essayer de faire ça soi-même. C'est vraiment un conseil, très fort et on voit bien aussi qu'il y a énormément de promoteurs qui mettent aujourd'hui là, en 2025 et 2024 et cetera, le marché quand il va pas très bien, le marché du neuf, les promoteurs, il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte. Donc il y a vraiment que ceux qui sont les plus solides ou qui ont la gestion de la trésorerie la plus fine qui arrivent à s'en sortir. Et ça, c'est vraiment pas cool parce que on peut parfois être tenté, en tant qu'investisseur immobilier, de se dire bah, moi, je vais faire un peu de promotion. Parce qu'en définitive, il y a des choses qui semblent accessibles. Souvent, on va commencer un peu en mode marchand de biens. Et on va se dire tiens, j'ai récupéré ce terrain, je vais le diviser, un terrain constructible, je vais le diviser en différents lots constructibles. Je vais faire toutes les adductions de réseau, etc., plus les évacuations, assainissement et tout. Et puis, au lieu d'avoir, je sais pas, j'ai créé un mini lotissement, j'ai peut-être 6, 8 terrains à construire. J'avais dit, mais plutôt que de vendre des terrains à construire, ce que je vais faire, c'est que je vais construire des petits pavillons dessus, à un tarif acceptable, genre 1800 euros du mètre carré en prêt à décorer. Et puis, ben, je vais les vendre et je vais gagner beaucoup plus d'argent qu'en vendant les terrains. Eh ben ça, c'est clairement une fausse bonne idée, parce que vous basculez dans le monde de la promotion immobilière. Et là, vous êtes non seulement marchand de biens, vous étiez déjà professionnel, mais alors promoteur, c'est vraiment complètement donc un autre level. Et les montants financiers qui vont devoir être mobilisés sont sans commune mesure. Comme je disais, les risques juridiques sont sans commune mesure. La marge espérée, hein, alors on peut se dire oui, les promoteurs, ils se gavent, quand on voit, je sais pas, on est dans un quartier, c'est 3 000 euros du mètre carré, et le promoteur, il vend à 4 000 euros du mètre carré, il se gave, c'est incroyable, et tout ça, c'est tous des escrocs. Alors il y a une chose à savoir, hein, quand vous êtes dans la promotion immobilière, quand vous faites du neuf, il y a 20% de TVA sur le prix de vente final. Donc quand vous achetez quelque chose à 4 000 euros du mètre carré, bah, ça veut dire que le promoteur va reverser 20% en TVA. Donc en définitive, si le marché est à 3 000 et que votre bien est à 4 000, bah, la marge, elle n'est pas considérable, hein, pour le constructeur. Par rapport à un bien standard, je dirais, qui est pas neuf et qui est à 3 000 sur le mètre carré. Donc il faut se méfier à ça. On peut tirer des bonnes marges. Normalement, un promoteur est censé aller viser ouais, 15-20% de marge sur une opération, mais c'est pas tellement plus, hein. De marge nette, hein, j'entends, hein. Parce que c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est qu'est-ce qui reste à la fin. Mais quand on voit, alors évidemment, ça fait des grosses sommes, parce que le montant de départ est considérable. Mais la prise de risque, elle est complètement disproportionnée. Et si en plus vous coupez en fin d'année, enfin en cours de projet, vous n'arrivez pas au bout et vous êtes obligé de liquider la société, euh, bon, bah, c'est compliqué parce que vous avez tout perdu, mais c'est aussi compliqué pour ceux qui vous ont fait confiance. Parce que du coup, leur chantier est à l'arrêt, ils n'ont aucun moyen de se retourner contre qui que ce soit, potentiellement ils ont versé beaucoup d'art. Alors, il y a des gens mal intentionnés qui en font un business, on est d'accord. Mais on va partir du principe que ici sur cette chaîne, c'est pas du tout le genre de choses qu'on fait.
Et donc, vous êtes bien embêté. En plus, vous avez une charge mentale de vous dire que vous avez laissé des familles dans des situations calamiteuses. Donc il faut, voilà, il faut éviter. Je n'en parle que parce qu'il y a certains aspects, certains moments de la vie de l'investisseur où vous allez être tenté d'y aller. Je citais l'exemple de la division cadastrale, la division de parcellaire, de terrain à construire. C'est un petit peu la même chose dans de la grosse rénovation. Parce qu'à un moment donné, vous dites: «OK, mais moi, du coup, j'ai rénové cet immeuble et tout, puis sur le terrain, là, il reste de la place. Est-ce que je ne veux pas reconstruire un autre?» C'est un autre métier. C'est un autre métier et donc je vous le déconseille vraiment. Ne faites pas l'erreur, surtout si vous avez commencé le marchand de biens, d'être le marchand de biens qui se laisse pousser les ailes et qui part dans cette direction. C'est un autre métier. C'est une autre formation, c'est une autre structuration. Il faut vraiment faire ça autrement. Et après, il faut aussi se méfier des mauvaises stratégies aussi. Là, j'évoquais l'immeuble qu'on rénove et l'immeuble qu'on veut construire, mais il y a un autre sujet sur lequel on peut être piégé. Il y a aussi les fanatiques de l'autoconstruction. Donc, quand vous faites votre autoconstruction pour vous, pour habiter, très bien. À la limite, pour louer, ça se discute. Par contre, si vous faites de l'autoconstruction pour revendre, alors là, c'est la catastrophe. Parce que vous n'aurez jamais de décennale, puisque vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier. Donc, aucune assurance ne va vouloir vous assurer en décennale. Ça veut dire que derrière, vous n'aurez aucune décennale à donner à l'acheteur. Alors, soit il n'y connaît rien et le notaire ne fait pas attention, et donc vous vous retrouvez dans une situation où finalement il achète le bien, mais il n'a pas de décennale. Donc, s'il y a un problème dans ce que vous avez fait, c'est lui qui est marron. Soit ce qui arrive plutôt dans 99,9% des cas, vous ne pourrez jamais le revendre. Parce qu'à un moment donné, il y a un notaire qui va faire son travail et qui va dire: mais là, il n'y a pas les décennales, je vous déconseille d'acheter. Et l'acheteur, il va juste pas le faire. Et c'est très compliqué parce que la perception de qualité qu'on peut avoir, je connais des gens qui ont fait de l'autoconstruction, y compris dans ma famille, ou qui ont vraiment investi énormément de temps dans leur maison à faire des choses considérables. Et parfois, elles ont été très bien faites. Peut-être même mieux que certains artisans qui vont peut-être prendre des raccourcis pour respecter les aspects réglementaires, mais pas faire non plus des choses inutiles. Souvent, quand on fait de l'autoconstruction, on aura plutôt ce travers-là. On va pas tellement avoir le travers de, on va dire, excusez-moi, mais torcher le truc, mais on va plutôt vouloir en faire de trop. Sauf que ça, c'est pas toujours une bonne solution, et que derrière, quand c'est pas standard, ça va être très difficile pour quelqu'un de récupérer votre chantier et de pouvoir le mettre, de faire rouler, on va dire. Parce que si l'installation, elle correspond à rien de ce qui est connu, ça va être un peu compliqué. Si vous avez rien documenté, s'il n'y a pas de plan technique détaillé, ça va être un cauchemar derrière à faire évoluer comme bâtiment. Donc, c'est un autre cas où on peut se sentir pousser des ailes en disant: «Ah, mais moi, j'ai fait une autoconstruction de ma maison, j'ai réussi à la faire, j'habite dedans, je suis trop bien. Bah, du coup, je vais en construire une autre, et puis après, je vais la revendre. Et puis, ça va être mon activité quelque part. Et puis, je vais faire ça en mode caché, je vais faire un achat-revente, etc.» Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça pour des raisons fiscales, ne faites pas ça pour des raisons juridiques, ne faites pas ça pour des raisons techniques. C'est vraiment un autre métier. Voilà. Ne vous lancez pas dans des choses comme ça. Et méfiez-vous aussi, parce que quand on commence à taper des très très gros bâtiments et des sujets de promotion, on peut aussi se retrouver avec des surprises qui sont extrêmement désagréables, avec des normes de sécurité incroyables, dans certains cas, à mettre en œuvre, dont vous n'avez pas idée. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas formé pour ça, si vous n'avez pas les personnes dans vos équipes pour le faire, vous ne serez pas conforme. Et là, c'est potentiellement un cauchemar, en fait, d'exploitation, s'il arrive quoi que ce soit là-dedans. Vous allez aussi avoir des choses que vous n'allez pas anticiper. Par exemple, si vous voulez faire un échafaudage à Paris, selon le quartier, vous allez devoir mettre un gardien 24 heures sur 24 pour protéger l'échafaudage. Ça, je pense que je ne suis pas sûr que grand monde en avait conscience, là, en écoutant cette vidéo. C'était un exemple. Voilà, qui est arrivé à une de mes amies, qui s'est retrouvée avec un ravalement de façade à 100 000 euros, qui a finalement coûté 300 000. Parce qu'il a fallu mettre en place des dispositifs de sécurité particuliers, parce qu'il y a dû avoir donc en plus donc un gardien 24 heures sur 24 à l'échafaudage. Donc, c'est un truc qu'on n'imagine même pas que ce soit nécessaire, et c'est un coût considérable. En plus, bon, bien sûr, Zone ABF, donc architecte des bâtiments de France, donc qui lui a demandé des enduits et des peintures complètement exotiques qui coûtaient un bras. Et voilà, et ça, dans le monde de la rénovation, vous allez le rencontrer, mais dans le monde de la promotion, c'est 100 fois pire. C'est 100 fois pire. Donc il faut vraiment pas se lancer là-dedans. Je voulais juste en parler parce qu'il y a toujours ce risque, encore une fois, de se sentir pousser des ailes quand on a fait une, deux, trois, quatre opérations, des choses un peu lourdes, et se dire: ouais, prochaine étape, next step, next deal, promotion. Non, non, non.
Ne passez pas ce cap-là, laissez ça à des professionnels et concentrez-vous à développer autre chose.